Salut à tous et bienvenue dans Nantes Foot, votre émission hebdomadaire qui débriefe toute l'actu des Canaries. Pour m'accompagner ce soir sur ce plateau, deux consultants qui n'ont pas encore l'âge d'avoir des cheveux blancs, pas comme moi. Mathis Weber, journaliste à Fun Radio Atlantique. Salut Mathis. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Non, moi j'ai encore un peu de temps, je crois, ça va. Pas de cheveux blancs, pas de calvitie, vous êtes non, pour l'instant je suis préservé. Mathis. En face de vous, Thomas Bernard, journaliste à Actu Nantes. Salut Thomas. Bonsoir Maxime, bonsoir Mathis. Comment s'est passé le week-end, messieurs? Tranquillement, et ça fait du bien aussi. Tranquillement, ça fait du bien aussi. Super. Eh bien, au sommaire de cette émission, messieurs, dans le dossier, on reviendra sur l'info qui a beaucoup fait réagir la semaine dernière, l'abandon du projet de rachat par le collectif nantais. Est-ce une victoire symbolique pour Valdemarquita? On en parlera tout à l'heure. Avant cela, on vous donnera nos tops et nos flops sur ce match face à Lille. Mais d'abord, place au débrief. C'est parti. Ils auraient sans doute rêvé mieux pour leurs 40 ans, alors que la Tribune Noire a fêté son anniversaire en grande pompe avec plusieurs tifos et feux d'artifice. Vous le voyez sur votre écran, ce lundi soir à la Beaujoire, les Canaries ont raté l'occasion de leur faire un beau cadeau. Après 3 matchs nuls consécutifs, le FC Nantes s'est incliné 2-0 face à Lille. On revoit tout ça en images, avec d'abord une entame de match compliquée pour les Canaries, trop maladroit à l'image de cette première erreur de relance sanctionnée dès la 8e, servie par Olivier Giroud à l'entrée de la surface. Haraldson trompe Lopez et ouvre le score pour les Lillois 1-0. Le FC Nantes pas loin d'encaisser un deuxième but dans la foulée sur cette nouvelle erreur défensive. Fernandez Pardo intercepte le ballon dans la surface, mais manque de soutien pour conclure. Largement dominé par cette équipe lilloise, les Nantais vont tout de même réagir à la 19e, centre de Guirassy repris par Ablin, qui voit sa frappe déviée sur la barre. On prend les mêmes et on recommence juste avant la mi-temps, mais toujours pas de réussite pour l'attaquant nantais, qui trouve encore la barre transversale. 1-0 à la pause. Au retour des vestiaires, le FC Nantes revient avec de meilleures intentions, mais subit encore de nombreuses occasions. Sur ce corner, Anthony Lopez retarde l'échéance face à Fernandez Pardo. Et malgré une dernière frappe lointaine de Mathis Ablin qu'on va revoir, les Lillois auront finalement le dernier mot à la 89e. Iga Mané se joue de la défense nantaise dans un super numéro et s'offre le but du break. 2-0, score final, et une 4e défaite pour le FC Nantes cette saison. On écoute tout de suite quelques réactions d'après-match. Déçu parce que je pense qu'il y avait la place de revenir au score. Au moins de revenir à partout. Après voilà, on prend ce but très, très rapide où on fait des erreurs un peu individuelles, mais voilà, j'en veux à personne parce que c'est ce qu'on essaie de mettre en place. On sait que des fois on peut se casser les dents sur pas mal de choses, mais voilà, après il y a plein de motifs d'espoir, plein de choses positives, des choses négatives, ça c'est sûr, sinon on aurait gagné ce match. Mais on se doit de rester positif parce qu'il y a quand même eu énormément de choses, c'est créé pas mal de situations et voilà, il manque juste ce but pour essayer de continuer et d'avancer. On a affronté une très belle équipe de Lille. On aurait pu peut-être mériter un peu mieux. On s'est créé des occasions, donc voilà, 2 poteaux. Et voilà, on ressort avec la défaite. Des motifs d'espoir pour Anthony Lopez. On aurait pu espérer mieux, nous dit Kelvin Amian. Messieurs, quelle note vous leur mettez, vous, aux Canaries, sur ce match, sur 10? Je dirais 4. 4 sur 10 parce que insuffisant largement, alors déjà parce qu'il y a la défaite, donc on peut pas être à la moyenne. Quelques belles choses, mais globalement vraiment beaucoup trop fragile, beaucoup trop d'imprécision, on va y revenir, mais Anthony Lopez l'a dit, il y a des erreurs individuelles, 3 erreurs de relance comme ça en une mi-temps, normalement c'est en une saison qu'on fait 3 erreurs de relance aussi flagrantes, c'est pas possible. 4 sur 10, est-ce qu'il va être plus sévère, le professeur Thomas? Tout à fait, 3 sur 10, parce qu'en vrai c'est seules les actions d'Ablin qui a un peu réchauffé le cœur des supporters du FC Nantes. Et les feux d'artifice quand même. Et les feux d'artifice, mais ça c'est autre chose. Mais oui, mais après ce que Lille a ultra dominé, et c'est même un petit miracle que Nantes soit mené que d'un but à la mi-temps. Donc c'est l'un des plus mauvais matchs, si ce n'est le plus mauvais match à la Beaujoire du FC Nantes cette saison pour moi. On voyait là les temps forts, là, le momentum du match avec les temps forts de chacune des équipes. On va pouvoir le revoir sur notre écran. Voilà, on voit les temps forts nantais en vert, les temps forts lillois en bleu. Il n'y a pas eu photo sur ce match finalement là, quand on voit cette stat-là, Mathis. En première mi-temps, j'ai envie de dire que Nantes a su exister sur 2-3 occasions, mais en deuxième, non, il n'y a pas eu photo. Comme vous dites, effectivement, en deuxième mi-temps, Nantes a été complètement en dessous de Lille. Lille a poussé, Nantes s'est complètement à reculer. Je ne suis pas d'accord avec Thomas sur le fait que c'est le plus mauvais match de Nantes depuis le début de la saison, parce qu'il y a quand même eu... À domicile. Oui, à domicile. Il y a quand même eu quelques actions intéressantes. On a vu des matchs où on s'est bien plus ennuyé, à mon sens, mais
Par contre, il y a trop d'imprécisions, quoi. Moi, ça, c'est vraiment ça qui revient. Quand je dis plus mauvais, c'est parce que la performance collective est assez inadmissible, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, elle n'est pas satisfaisante. Lille a ultra dominé, il y a 5 classes d'écart, vraiment, il y a vraiment. Après, ça c'est logique, on le savait avant le match. C'est logique, mais après, c'est au-delà de la qualité des joueurs techniques, etc. C'est aussi, la mentalité de l'équipe. Il n'y a pas eu d'entrain, je trouve que. L'équipe n'était pas réveillée dès le départ, c'était tout à 50%. Il n'y a pas eu d'énergie positive en tout cas sur ce match-là. En tout cas, pour ceux qui avaient un doute, je pense que ce match nous a prouvé que la saison peut être très longue, parce qu'on commence à se rendre compte qu'il y a peu d'adversaires que Nantes peut avoir l'ambition de battre. Là, Lille, on dit régulièrement, c'est un adversaire qui est d'un autre championnat, qui est du haut de tableau. Mais moi, je vois très peu d'équipes aujourd'hui, à part Le Havre, Angers, Metz, Lorient à la rigueur, que Nantes peut battre. Et de plus en plus, ça peut être très long, quoi. On revoit là quelques-unes des actions notamment concédées par le FC Nantes. Il y a eu 23 tirs concédés en tout par le FC Nantes sur ce match. Ça n'était jamais arrivé encore en Ligue 1 cette saison. C'est un record pour les Nantais. Ils avaient déjà concédé 20 tirs contre Toulouse, 19 contre Nice, 18 contre le PSG. C'est difficile d'espérer faire mieux quand on concède, quand on laisse autant jouer l'adversaire. Ah, tout à fait, quand on subit autant, forcément, à un moment, on craque. Là, en plus, Anthony Lopez n'a pas eu l'occasion de faire des miracles. Les 2 buts, il peut rien faire, mais il n'a pas fait d'autres arrêts. Alors que d'autres matchs contre Brest ou même Toulouse, où il a été décisif par moment, mais là, il pouvait rien faire. Il y avait tellement de vagues. Et on l'a remarqué aussi depuis le début de saison, Nantes prend soin des vagues. En fait, c'est des séquences de 10 minutes où il y a plein d'occasions, de grosses situations pour l'adversaire, de situations dangereuses. Et en tout cas, c'est vrai que Nantes prend facilement la marée, si je puis dire. Mais petit point positif quand même, c'est que Nantes arrive aussi à résister. On le voit avec une défense très compacte, beaucoup de densité dans la surface. Il y a un moment, il y avait plein de frappes lilloises, il y avait toujours un pied nantais pour les empêcher de marquer. Ça, c'est une caractéristique positive, une des rares depuis le début de saison, c'est cette faculté à bien défendre dans les 20 derniers mètres. Ça, on ne leur enlèvera pas. Alors, à bien défendre dans les 20 derniers mètres, mais maintenant, il faut aussi être capable de relancer correctement le ballon, parce que c'est bien de bien défendre. Mais derrière, quand les relances, elles sont aussi aléatoires que ce qu'on a eu hier, ça ne sert à rien de bien défendre si c'est pour tout gâcher la relance du ballon, quoi. En tout cas, on les a entendus tout à l'heure, les Nantais, pour l'instant, ils ne veulent pas céder à la panique. Le discours est positif, le mot d'ordre, c'est de rester patient. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il faut encore rester patient ? Est-ce que tout de même, on peut dire qu'on est un petit peu déçu par ce qu'on voit depuis ces 8 premières journées ? On peut être déçu et rester patient tout de même, parce qu'au final, Nantes, on va peut-être davantage les juger sur le contenu et les résultats lors des prochains matchs. Je pense au match face à Metz ou bientôt Lorient aussi qui va venir. Donc ça va être des équipes du championnat de Nantes. Mais oui, on est déçu du contenu parce qu'on espérait avoir davantage de jeux, d'actions construites en tout cas. Souvent, les actions que Nantes se procure, c'est des exploits individuels ou des phases de transition. La patte Castro sur ce jeu-là, en tout cas sur la construction du jeu, je ne la vois pas encore pour l'instant. Mais oui, il faut être patient. De toute façon, après, au vu des moyens de l'effectif, on peut demander que de la patience. Et encore pas de but pour les Nantais sur ce match. C'est une donnée aussi à prendre en compte. Ça fait 5 fois cette saison que les Nantais finissent une rencontre sans prendre 2 buts. Luis Castro a essayé d'innover en fin de match. Il a lancé Uros Radakovic, un défenseur central en attaque. On lui a posé la question en zone mixte pour savoir un petit peu quelles avaient été les raisons qui l'avaient poussé à faire ce changement. Écoutez. C'est le joueur de le groupe peut-être plus fort avec le jeu aérien. Ils vont faire 2 ballons sur lui, il gagne. Ils ont besoin des autres à attaquer l'espace parce qu'on connaît que c'est 80 ou 90% qu'il va gagner de ballon dans le duel aérien. On connaît aussi que dans la coopérité, Urs il peut faire la différence. Et c'est pour ça qu'on le fait rentrer comme attaquant. Un choix pour faire la différence donc, et sur les coups de pied arrêtés dans le domaine aérien. Est-ce que vous avez compris, vous, ce choix, Mathis ? Non, moi je trouve ça sensationnel parce qu'on a beaucoup de réactions depuis hier de gens qui peuvent nous dire c'est normal, il est performant dans le jeu aérien, il faut le faire rentrer. On sait que ça existe dans certains championnats, notamment en Angleterre, au Portugal, de faire rentrer un défenseur comme ça en fin de match pour espérer une action, une tête, une déviation. Alors là déjà, c'est pas les 2 dernières minutes, c'est les 10 dernières minutes pour Uros Radakovic. On l'a senti complètement égaré sur le terrain. 84e minute. Voilà, avec le temps additionnel, ça fait 10 minutes. Ouais. Je pense qu'on a tous compris ce que souhaitait Castro.
Maintenant, non. Enfin, pour moi, c'est trop tôt, quoi. Et on l'a senti complètement hier et on est forcé de constater que ça n'a pas fonctionné. Les coups tactiques comme ça, des entraîneurs, on apprécie. Mais là, celui-ci, pour moi, il était absolument inutile. C'est un aveu d'impuissance aussi de la part du coach, peut-être, c'est non? l'impuissance, un peu le désespoir. On se dit, on sait jamais sur un coup du sort si Euro s'il fait une bonne déviation. Après, contre Rennes, il rentre, il est sur le pressing d'Adbourg et après, il y a le centre qui amène à. Mais un peu, c'est l'énergie du désespoir. Il n'y a pas de solution, entre guillemets, après sur le banc devant. Il restait quoi? Mady Camara, mais Mady Camara, ses dernières performances n'étaient pas très satisfaisantes, donc c'est un peu le désespoir pour moi. Avec cette défaite, en tout cas, messieurs, le FC Nantes continue, vous allez le voir, de faire du surplace, un haut classement. Après cette 8e journée de championnat, les Canaries restent 15e avec 6 petits points au compteur, comme le Havre et comme Angers, juste derrière. Heureusement que ça ne gagne pas beaucoup derrière. Merci beaucoup, messieurs, pour ce débrief. On passe au top flop. Et comme chaque semaine, on commence par les points positifs, les tops. Et après ce match face à Lille, Thomas, c'est Mathys Sabline que vous avez souhaité récompenser. Oui, parce que ça a été l'homme le plus dangereux, en tout cas pour le FC Nantes. C'est lui qui s'est créé les plus grosses occasions. Malheureusement pour lui, il n'a pas eu de réussite. Il a touché 2 fois à transversale. Donc la première fois avec un bel arrêt quand même du gardien de Lille. Il a été dangereux par des séquences individuelles. C'est vrai qu'il s'est procuré des situations aussi par ses courses. Même si par séquence, il y a certains moments où j'ai pas trop apprécié son attitude. Des fois quand ses coéquipiers ne loupaient pas, il a pas mal râlé, il a pas mal râlé sur ce match. Vu des tribunes, c'était encore plus même à la télé, en tout cas, les gestes d'humeur, on a pu les percevoir. Et c'est vrai qu'on demande aussi à Mathys Sabline d'être un leader sur le terrain et d'emmener ses coéquipiers avec lui. C'est l'un des rares joueurs qui a de l'expérience, en tout cas, dans cette équipe-là, avec beaucoup de jeunes joueurs. On demande autre chose aussi, il y a un autre statut. Il y avait des clubs qui étaient sur lui, il aurait bien aimé voir ailleurs. Donc, on demande également qu'il emmène l'équipe sur le terrain avec lui, et ces gestes d'humeur ne vont pas dans ce sens-là. On a vu que l'équipe comptait beaucoup sur lui, lui envoyait beaucoup de ballons dans la profondeur, des ballons longs. Moi, quand j'ai vu le match, je me suis dit, est-ce que c'est pas le nouveau Moses Simon finalement, Mathys Sabline là, on mise tout sur lui. Si, mais alors à l'inverse, est-ce que lui il mise sur son équipe? Parfois, on peut se poser la question parce que dans ces gestes d'humeur, moi je rejoins Thomas, on a quand même le sentiment que parfois il a la sensation que peut-être ses coéquipiers ne sont pas au niveau que lui il escompte, et donc ces gestes d'humeur là, ils n'ont pas leur place sur le terrain. Il doit pas réagir comme ça, il doit faire bloc avec son équipe. Alors peut-être après avoir des discussions off avec ses coéquipiers s'il pense des choses, mais sur le terrain il doit pas montrer comme ça qu'il est insatisfait de la performance de son équipe. Pour le côté Moses Simon, oui, complètement. De toute façon, on sait que les exploits individuels ils peuvent venir que de lui depuis le début de saison, donc c'est vrai qu'on passe beaucoup la balle à Ablin et on espère qu'il se passe quelque chose. D'ailleurs c'est lui qui fait les 2 transversales il conclut 2 très belles actions collectives d'ailleurs, mais complètement, oui. On voyait là sur l'écran sa zone d'activité sur ce match. Il a commencé à droite, ensuite il a basculé à gauche. C'est vrai que c'est pas simple non plus pour lui de changer de poste comme ça tout le temps, j'imagine, pour les repères. Pour les repères également, mais aussi il n'y a pas de connexion avec Mostafa Mohamed. Vraiment, les deux, quand ils jouent ensemble, que ce soit avec Antoine Comboré ou avec Luis Castro, ça ne fonctionne pas. Les deux ensemble ne fonctionnent pas. Il faudra à un moment choisir. Il va falloir changer de recette à un moment. Changer de recette et faire un choix. Pour moi, après, en plus, vu la configuration du match, peut-être le fait de mettre Mohamed titulaire, c'était pas forcément le bon choix parce que Nantes voulait attaquer à la profondeur et Mostafa Mohamed ne sert à rien dans cette situation-là. Donc voilà. Je crois qu'il y a eu 2 passes d'Ablin pour Mostafa hier et je suis même pas sûr qu'il y ait une passe de Mostafa en direction d'Ablin. Les deux se cherchent pas. C'est pas naturel chez eux. C'est vraiment. Ça commence à se voir. Enfin, ça se voit depuis longtemps, mais là, ça commence vraiment. Ce serait à vérifier. J'ai pas les stats de toutes les passes. Il me semble aussi. Sous les yeux, on est sur 8 matchs sans marquer. En tout cas pour Mathys Sabline, ça commence à faire un petit peu long. On enchaîne avec votre top à vous, Mathys, et cette semaine, vous, c'est le très polyvalent Junior Mwanga qui a retenu votre attention. Junior Mwanga qui était aligné à un nouveau poste, son 3e cette saison, cette fois en milieu relayeur. Ouais, j'ai trouvé intéressant. C'est un top un peu généreux, je l'accorde. C'est aussi pour féliciter On est sur des demi-tops là. Ouais, c'est pour féliciter aussi son début de saison parce que je trouve que c'est un très très bon recrutement. C'est un joueur qui est très intéressant. Moi, sur le recrutement avec Awaziem, c'est les 2 joueurs là, voilà, qui vont performer cette année et qui commencent déjà à le faire. Donc c'est ce qu'on relève du recrutement. Maintenant sur ce match-là en relayeur, je l'ai trouvé intéressant. C'est le seul joueur au milieu qui m'a donné plus ou moins satisfaction parce que Tabibou et Eko n'ont pas fait des grands matchs. On passe au flop et je reviens vers vous, Thomas, avec votre déception de la semaine. C'est aller pour le défenseur central Chidozie Awaziem, fautif sur les 2 buts concédés. Ouais, c'est son plus mauvais match depuis qu'il est revenu sous le maillot des jaunes et verts. C'est vrai qu'il ne nous avait pas habitués à ça. C'est ça, et notamment c'est les relances, et quand on a un joueur d'expérience, quand on voit que Nantes a du mal à ressortir, faire ce choix-là de relance alors que Nantes prend un peu la marée, si je peux dire.
et ben ça provoque un but et après ça entraîne un peu. Le match est bien compliqué, même très compliqué à partir de ce moment-là parce qu'il était déjà compliqué avant le but. Donc ses choix de relance et sur le deuxième but, il se fait un peu dribbler par Igaman assez facilement, même si Igaman a pas mal de réussites. Mais en tout cas, c'est vrai que on a vu moins eu ce sentiment de taulier qu'on a pu voir par les matchs précédents et du coup la défense derrière a sombré également. Merci Thomas. On termine avec votre flop à vous, Mathis. Et vous, c'est Louis Leroux qui vous a déçu sur ce match. J'ai noté quelques stats. 16 ballons perdus, 56% seulement de passes réussies. Beaucoup de déchets pour Louis Leroux. Beaucoup de déchets. Bon, déjà, moi, je suis pas satisfait de le voir jouer sur le côté gauche. Je pense pas que ce soit son poste. Voilà, il est meilleur au milieu. Ça a bien fonctionné avec l'équipe Espoir contre l'Albanie. Bon, c'est pas la Ligue 1. L'Estonie, pardon, c'est pas la Ligue 1. Donc, à un moment donné, on a bien vu que là, il y avait une différence de niveau. Il a beaucoup raté hier dans la relance, il y a très peu de ballons qui touchent ses coéquipiers. Voilà, moi je veux le revoir au milieu, c'est un joueur que j'apprécie, mais là ça marche pas. Arrière gauche, stop pour Louis Leroux. Stop, après c'est parce que Nicolas Kozza, ses performances ne sont pas satisfaisantes, donc en fait c'est un choix par défaut. Donc le problème revient au même, c'est qu'il n'y a pas eu de doublure au poste de latéral gauche ou de titulaire en force, donc Castro s'adapte et il a préféré Louis Leroux. Merci beaucoup messieurs pour ces top flops, on passe au dossier de la semaine. Et cette semaine, dans le dossier, on revient sur l'info qui a beaucoup fait réagir ces derniers jours, le renoncement du collectif nantais qui a annoncé dans un communiqué mettre un terme à son projet, un projet qui visait à racheter le FC Nantes à Valdemarquita et qui avait été lancé il y a 4 ans maintenant. Toutes les explications avec notre journaliste Eric Egon. Notre objectif, c'est de pouvoir apporter une alternative à Valdemarquita, à un projet de succession à Valdemarquita. C'était le 4 juin 2021. Le collectif nantais s'était donné comme objectif de racheter le FC Nantes à Valdemarquita. 4 ans plus tard, le projet s'arrête. Le collectif, porté par Philippe Plantive, président de Proginov, et Michael Landreau, ancien capitaine des Canaries, avait pour but de rassembler des financeurs et des partenaires locaux et de se placer en repreneur potentiel au club nantais. Aujourd'hui, nous, notre responsabilité, c'est de faire un projet cohérent, en lien avec une formation, en lien avec exister au plus haut niveau, mais surtout en lien avec des valeurs. Si le collectif met donc un terme à son projet de rachat, il indique avoir soumis à Valdemarquita une offre de 80 millions d'euros en décembre 2023 et précise qu'elle n'avait pas été jugée suffisante. L'offre peut être la plus belle du monde. S'il n'a pas envie de vendre, il n'a pas envie de vendre. Et ensuite, est-ce qu'il veut vendre à un collectif représenté par des figures dont une, Michael Landreau, pour ne pas le citer, qui n'est pas en odeur de sainteté avec la famille Kita, ça a peut-être pu entrer aussi en compte. De son côté, Valdemarquita dément formellement avoir reçu une proposition du collectif nantais, un collectif qui avait déjà perdu de son unité. Fin 2022, plusieurs membres actifs quittent le navire, n'acceptant pas l'initiative individuelle de Michael Landreau de faire appel à des fonds d'investissement. Dans son communiqué, le collectif nantais précise qu'il va maintenant rembourser l'ensemble des entreprises et des souscripteurs ayant investi dans le projet. L'aventure du collectif nantais aura donc duré 4 ans. Messieurs, première réaction déjà sur cette annonce, est-ce que ça vous a surpris ou est-ce que finalement vous vous y attendiez à ce type de scénario ? Je pense qu'on commençait à s'y attendre parce que ça faisait longtemps qu'il travaillait en back-office, on le savait, mais on avait quand même de moins en moins de nouvelles. Il y avait une odeur qui commençait à se pressentir que ça pouvait ne pas fonctionner. Je voulais revenir sur le départ de Fabrice Boquet aussi dès 2022, qui à l'époque a fait mal à ce projet-là. C'était vraiment un homme de l'ombre. Une des têtes pensantes de ce projet. Ouais, c'était quelqu'un qui allait chercher énormément de financement, qui est parti. Donc voilà, c'est un coup dur pour ce projet-là. La grosse information qu'on a quand même eue cette semaine, c'est que la semaine dernière, c'est l'offre de 83 millions. Je pense qu'on va y revenir. Et c'est vrai que moi, quand j'ai appris ça, parce que j'ai vraiment appris à ce moment-là, j'ai été étonné qu'il n'y ait pas eu plus de considération dessus. Ouais. On va y revenir sur l'offre, sur l'annonce et ce timing-là notamment. Est-ce que ça vous a surpris, vous, Thomas ? Surpris, pas forcément, parce qu'au final, il n'y avait pas eu trop de nouvelles ces derniers temps. Après, on ne savait pas trop, on n'a pas trop d'infos, si c'était vraiment, il y a un rapprochement avec la famille Kita ou en tout cas visiblement pas trop. Non, pas trop, mais je suis pas surpris après le timing, oui ou non, mais enfin, je suis pas surpris parce qu'au final, le projet a un peu. C'est dans le contexte aussi du football français qui est très délicat de rachat de club, donc.
Et est-ce que aussi la présidence veut vraiment se séparer du club? Ça, c'est un autre débat, mais je suis pas vraiment surpris au final. Vous en parliez, hein, Mathis, cette offre que le collectif nantais a évoquée, offre de 80 millions d'euros qui aurait été proposée et transmise à Valdemar-Kita en décembre 2023. Information, on l'a dit, un démenti du côté de l'entourage du président. Si cette offre avait bien existé et qu'elle a bien été refusée, ou en tout cas que Valdemar-Kita n'y a pas donné suite, qu'est-ce que ça voudrait dire de Valdemar-Kita? Est-ce que ça veut dire qu'il est trop gourmand? Est-ce que ça veut dire qu'il est trop orgueilleux et qu'il voulait surtout pas vendre à Landreau? Qu'est-ce que ça voudrait dire selon vous? Deux angles, comme vous l'avez dit. Il y a deux angles, il y a deux visions. Soit c'est effectivement que Kita de toute façon n'était pas vendeur pour le projet du collectif nantais de Michaël Landreau, soit ça veut dire qu'il n'est pas vendeur. Parce que 83 millions aujourd'hui à ce moment-là en 2023, pour moi c'est une offre qui est cohérente. Strasbourg a été c'est une très belle offre. Strasbourg a été vendu la même année pour 75 millions d'euros. Nantes n'est pas propriétaire de son stade. Je suis pas convaincu que Nantes va être plus cher que Strasbourg aujourd'hui. On en avait parlé avec un expert qui est même venu sur ce plateau. Donc non, pour moi, en tout cas, cette offre-là, qu'ils aient réussi à avoir tant d'argent à proposer, c'est assez exceptionnel. Et voilà, en tout cas, ça vient de Valdemar-Kita. Là, c'est un choix purement de Valdemar-Kita parce que l'offre était cohérente. Thomas? Non, après c'est vrai que c'est un peu tout. Je pense qu'aussi Valdemar-Kita est un peu orgueilleux, qu'il aime bien aussi le monde du football, pouvoir traîner. Oui, il n'a pas forcément envie de partir tout de suite, il n'est pas pressé. Hein. C'est ça, il a son club, il traîne à Paris, maintenant il est impliqué dans les instances, il est au CA de la Ligue, donc il est bien impliqué dans ces mondes. Voilà, c'est pas forcément visible pour le grand public. Mais à ce moment-là, 2023, c'était pas le cas par contre. Non, mais je pense qu'en fait, je pense que sans le FC Nantes, il ne sait pas quoi faire de sa vie. Un peu, je pense, c'est un peu quelque chose qui est important pour lui. Même s'il est pas au final, c'est son fils qui est à charge, mais pour lui c'est important. Et c'est vrai que 83 millions, si l'offre a vraiment existé, c'est une belle offre parce que, comme le disait Mathis, pas propriétaire de son stade, le centre d'entraînement n'est plus aux normes, donc il faudrait investir là-dedans. En termes de joueurs, c'est vrai que même s'il y a des jeunes joueurs qui arrivent, mais il n'y a pas de grosse valeur marchande, si je puis dire. Donc même le contexte de la Ligue 1, les clubs français ne coûtent pas cher au final. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de fonds d'investissement qui s'intéressent à la Ligue 1 parce que, en tout cas, c'est des prix attractifs pour ces fonds-là. On s'en souvient du début de ce projet. L'une des banderoles qu'on voyait aussi apparaître souvent en tribune, c'était libérer le FC Nantes. Autrement dit, libérer le FC Nantes de la famille Kita. Avec l'échec là, de ce projet, finalement, est-ce que c'est pas une victoire symbolique quand même pour Valdemar-Kita? Une victoire symbolique, c'est lui de toute façon qui a le choix de sa victoire ou de sa défaite finalement, donc c'est lui qui aura le dernier mot, donc je suis pas sûr que ce soit une victoire symbolique, mais je pense que de toute façon c'est un message de par dire péché d'orgueil il n'aurait pas vendu à Michaël Landreau dans tous les cas, donc de toute façon la victoire il l'avait d'avance parce que lui son choix c'était de ne pas aller vers ce collectif là. Thomas? Oui, je rebondis un peu sur ce que dit Mathis, et je suis d'accord, mais est-ce qu'un jour le club va être vendu? J'ai du mal à voir, en tout cas à court et moyen terme, Valdemar-Kita à vendre. À part offre irréfusable, mais est-ce que un fonds d'investissement ou un gros milliardaire pourrait s'intéresser au Nantes? Je suis pas sûr que Nantes c'est le premier club si on veut investir en Ligue 1. On s'intéresse. Il y a des bruits de couloir qui parlaient de sommes de 100, 120 millions d'euros. Aujourd'hui, moi, ça me paraît complètement incohérent. Je pense que personne va mettre cette somme-là pour acheter le FC Nantes. On est hors sol quand on pense comme ça. Je pense franchement qu'on est hors sol. Affaire à suivre, messieurs, en tout cas, dans ce dossier de la vente du FC Nantes. J'imagine qu'on en reparlera. Oui, c'est sûr. Peut-être pas dans les prochaines semaines, mais dans les prochains mois, dans les prochaines années. Merci beaucoup. On enchaîne avec notre petit rituel maintenant de fin d'émission. Vous en avez l'habitude, un petit quiz. Alors cette semaine... Alors l'habitude, non, moi c'est la première. C'est la première. Allez, on y va. Mathis, ok. Alors petit quiz pour cette émission. Thomas Bernard est très fort sur cet exercice. Je sors mon petit stylo pour compter les points. Cette semaine, le thème c'est Michaël Landreau, évidemment. On se raccroche au collectif nantais. Gardien en plus. Thomas Bernard, expérimenté, gardien expérimenté. À Saint-Sébastien-sur-Loire. Vous avez un petit avantage. Donc je vous pose des questions et puis c'est un point par bonne réponse. D'accord, Mathis, pas trop compliqué comme règle. Dans quel club du département Michaël Landreau a-t-il pris sa première licence, messieurs? Match-Cool ou Artois-en-Ray, ça dépend quel tu veux dire quoi. Il faut dire une réponse. Match-Cool, tu veux dire Il a son stade en plus sur place, je passe devant régulièrement, mais j'ai pas la c'était Artois-en-Ray. Il a son stade. Je sais pas si je dois vous le compter ou pas, Thomas. On va mettre un demi-point parce que vous avez quand même cité. Et on salue tous les habitants d'Artois-en-Ray qui nous regardent. Les embrasse. Évidemment. Une des spécialités de Michaël Landreau, vous le savez, c'était les pénaltys. Combien en a-t-il arrêté dans sa carrière, Michaël Landreau, de pénaltys? Le plus proche remporte la mise. Vous comptez, je sais pas, 30. En plus. 30 pour Thomas, on dit plus du côté de Mathis. 70.
70, c'est quand même beaucoup. C'était 39. 1,5 point pour Thomas. 39 fois plus qu'Alban Lafont finalement. N'est-ce pas? 39 non, il a arrêté le pénalty de Neymar. Vous êtes mauvaise langue, mon cher Messi. D'accord. Et Michael Landreau avait arrêté un pénalty quand il y a un expert, il faut faire attention. Hein. Face à Ronaldinho, on s'en souvient cette image mythique. Coupe de la Ligue. Ouais. Coupe de la Ligue, oui, c'était décalé. Messieurs, comment Michael Landreau s'est illustré lors de la finale de la Coupe de la Ligue en 2004 face à Sochaux? Il loupe la Panenka. Il loupe la Panelka. Incollable. Thomas Bernard sur ce plateau. Il va falloir vous reprendre là, Mathis. Je savais que le challenge était rude. Il reste 3 questions si on a le temps d'aller au bout. En effet, Michael Landreau avait manqué une Panenka lors de la séance de tir au but. Et ça avait fait perdre le FC Nantes. Combien de Coupes du Monde a disputé Michael Landreau avec l'équipe de France? 2. Ouais. Allez, celle-là, on la compte à Thomas, à Mathis, pardon. Allez. Vous voulez bien? Non, il a dit avant moi, non, faut dire les choses. 2 Coupes du Monde, une en 2006, une en 2014. 11 sélections au total pour Michael Landreau. Et dernière question, dans quel club a-t-il terminé sa carrière en 2014? Bastien, j'ai pas le temps de finir. Excusez-moi, monsieur Weber. J'en avais une petite dernière. Allez, Mathis, question bonus. Combien de matchs de Ligue 1 Michael Landreau a-t-il disputé au cours de sa carrière? Je laisse Mathis. Allez, je vais dire 700. 630. 618, Thomas est le grand vainqueur de ce quiz spécial Michael Landreau. Promis, la prochaine fois, ça sera pas sur les gardiens. Mathis, merci beaucoup, messieurs, pour cette émission. Vous pouvez évidemment retrouver cet épisode de Nantes Foot en replay sur le site internet de Télé Nantes ou bien sur le site Ouest France. Je vous dis pas à la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, vacances oblige. Bonne soirée à toutes et tous sur Télé Nantes.